Je me présente, je suis Audrey Thomas, je suis donc conseillère circuit court et agritourisme, mais également animatrice du réseau Bienvenue à la ferme sur le secteur Nord Finistère, donc la petite pointe bretonne. De par mes expériences, je suis aussi donc l'interlocutrice emballage de notre équipe circuit court. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Chéron de la société L'Eco, donc qui est ici aujourd'hui pour nous parler de la nouvelle réglementation sur l'éco-contribution des emballages, mais également sur l'infoterie. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, une trentaine, je Alors crois, apparemment, on est une trentaine. une trentaine. Donc, bonjour à tous. Donc, avant de présenter les différents sujets, je vais vous présenter rapidement qui est l'ECO, hein. On va essayer de tenir dans les temps. Donc, l'ECO, on est un éco-organisme sur les emballages ménagers, donc à destination des particuliers. Notre maison mère, c'est la société Riclay, qui est éco-organisme déjà en Allemagne, en Autriche, en Slovaquie, au Canada, en Espagne l'année prochaine. Donc, on est implanté partout en Europe et ailleurs. Et nous sommes également société de conseil à l'international. Donc, on peut faire, par exemple, des déclarations pour des sociétés qui vendraient dans plusieurs pays. On fait une veille réglementaire pour plusieurs pays. On fait des déclarations pour l'ensemble de certains groupes. Voilà. Donc tout est possible et envisageable au niveau du développement et de l'accompagnement qu'on peut vous proposer. La gouvernance de l'éco, à la gouvernance de l'éco, ce sont des sociétés déjà très impliquées dans l'environnement. Donc c'est par exemple la société Exmark qui fabrique des imprimantes et des cartouches. Ils ont mis en place depuis très longtemps déjà un programme de retour de leurs cartouches pour les réutiliser. Living Packet, c'est une société qui fait des emballages réutilisables. Donc, vous envoyez votre produit, votre destinataire peut envoyer gratuitement par la poste l'enveloppe et voilà, elle est réutilisée plusieurs fois d'affilée. Recommerce, c'est un acteur de la téléphonie, donc il refile des téléphones. Printer, c'est un peu pareil, mais sur les cartouches et les imprimantes. All c'est une société qui reprend des packagings de produits qui sont abîmés, qui les retape et qui les revend au lieu de détruire les produits. Et Club Maté, c'est un fabricant de boissons énergisantes qui a la particularité de vendre ses produits en bouteilles consignées. Voilà. Et puis au bord de l'éco, donc vous avez Riclay, bien sûr. Valory, qui est le pendant Riclay français. Donc c'est Valory qui a demandé l'agrément en France pour l'éco. Et CFSP, c'est un cabinet de conseil à l'international qui travaille pour nous, pour les sociétés internationales, et accessoirement aussi fait est lobbyiste auprès de l'Europe. Le marché, alors ça c'est des chiffres de 2021, mais aujourd'hui, en gros, le marché des éco-contributions sur la partie emballage ménager, 2023, ça va être à peu près 1 milliard d'éco-contributions, donc c'est pas négligeable, hein. C'est le plus gros périmètre des éco-organismes pour le moment, après la REP bâtiment, quand ça sera vraiment en place, mais c'est pas encore le cas. Donc on récupère, alors au niveau des éco-contributions, la majorité c'est de l'alimentaire, c'est environ 60%, et puis le reste c'est différents secteurs, que ce soit la cosmétique, l'électronique, la boisson, enfin voilà, il y a plein de périmètres. La collecte, ça a environ à l'année un peu plus de 5,3 millions de tonnes. Donc, on collecte 5,3 millions de tonnes, et ce qui représente un taux de recyclage aujourd'hui, hein, de 72% par rapport à ce qui a été déclaré avoir été mis sur le marché. Les objectifs sont de 75%, donc on ne sera pas trop de deux, hein. On est deux éco-organismes, hein, sur les emballages, donc on ne sera pas trop de deux pour atteindre ces objectifs. Concernant les taux de recyclage, bon, c'est un petit peu différent selon les secteurs d'activité, bien sûr. Donc l'acier, le verre se recycle très bien. Voilà. Après, sur le plastique, on n'est pas forcément les meilleurs acteurs européens, mais ça va s'améliorer, mais il y a encore du travail. Rapidement, donc aujourd'hui, l'ECO, c'est plus de 70 000 adhérents de tout secteur confondu, à la fois alimentaire, non alimentaire.
Donc, vous voyez quelques marques qui sont présentes. On ne peut pas mettre tout le monde, mais voilà. Donc, on a des grandes enseignes qui nous ont rejoints, donc quels que soient les circuits. Donc, on a pour l'IT, par exemple, on a HP. Alors, vous ne voyez pas, mais Apple est chez nous aussi. Et puis sur l'alimentaire, voilà, on a un certain nombre de fabricants de bonbons, de gâteaux, de restaurants. Enfin, voilà, c'est très varié. Et puis le e-commerce aussi, on est très présent dans le e-commerce. L'organisation de l'éco, voilà, en France, maintenant on est 19. Voilà, donc on n'est pas une grosse structure française. On n'est pas 350 comme notre confrère. Alors, l'avantage, c'est que on est un peu couteau suisse, hein, donc quand vous nous posez une question, on a à peu près réponse à tout. Et puis, ça permet aussi une meilleure réactivité, donc on peut prendre des décisions très rapidement et on essaie de vous répondre, en tout cas, très, très rapidement. C'est un peu la force de l'éco. Et en tant que challenger, on se doit d'être plus efficace. Les objectifs et stratégies, alors, rapidement aussi, donc il faut augmenter la collecte en France. Donc, ça passe par aller les chercher dans ce qui est hors foyer, proposer des outils pour aller collecter plus facilement les déchets. Mais ça passe aussi pour augmenter ce pourcentage, c'est aussi réduire euh, les tonnes mises sur le marché. Donc, c'est faire de l'éco-conception, mettre en place la consigne, le réemploi, le vrac. Et les barèmes que proposent les éco-organismes vont dans ce sens, c'est-à-dire que plus vous allez mettre d'emballage, plus vous allez payer d'éco-contribution. J'entends à partir de 500 000 unités de vente consommateur, on va en reparler tout à l'heure, parce que notre barème il est décomposé en trois. Voilà. On a pour objectif aussi de simplifier les déclarations, parce que si vous cotisez à plusieurs éco-organismes en même temps, bien souvent, chacun a son petit jargon, donc on a essayé, tant que faire se peut, d'avoir des intitulés communs avec un certain nombre d'éco-organismes, donc pour vous faciliter la vie. On collabore de toute façon entre les différentes filières, on a cet atout de développement à l'international, et puis on crée aussi des comités sectoriels, puisqu'avec 70 000 adhérents, tous les périmètres sont représentés, et on peut organiser des comités sectoriels pour divers sujets en vue de l'optimisation, que ce soit l'optimisation des déclarations ou divers sujets d'actualité. Donc, pourquoi rejoindre l'éco? Bon, hormis d'être écouté et en tout cas de faire partie, on essaye de vous faire partie, que vous fassiez partie de l'évolution de la filière. Donc, on vous intègre. On n'est pas en mode directif, on est en mode participatif. Donc, on vous fait participer à un certain nombre de réunions pour avancer ensemble sur différents sujets. Donc, on contribue aussi donc, à améliorer tous les processus de déclaration. On a mis en place une plateforme de déclaration qui est plutôt sympa et facile. On peut vous aider pour les déclarations multi-pays, mais bon, je pense pas que ce soit votre périmètre aujourd'hui. Et puis, on bénéficie aussi de budget, donc que ce soit sur des budgets de R&D ou des budgets sur le réemploi. Vous avez certainement entendu parler de la fameuse enveloppe 50 millions d'euros sur le réemploi. Donc, c'est pour la filière, hein. C'est pas pour un éco-organisme, c'est pour la filière. Donc, on peut vous accompagner sur différents sujets. Si vous venez avec des projets autour du réemploi, on peut étudier votre dossier jusqu'à la fin de ce mois-ci. Là, on avait également sur des plateformes Internet, on avait un système d'appel à projet qui va être renouvelé l'année prochaine. Donc, vous pouviez candidater sur les appels à projets pour être accompagné financièrement sur des projets. Donc, pourquoi se déclarer, hein, en fait, hein, vous êtes metteur sur le marché pour ceux qui ne seraient pas encore déclarés. Vous êtes metteur sur le marché si vous importez des produits de l'étranger pour revendre en France ou si vous fabriquez des produits en France pour revendre en France. Si vous achetez vos produits chez un grossiste français, vous n'avez rien à déclarer puisque le grossiste est censé avoir fait déjà la déclaration. D'accord? Donc, en fonction de la taille votre business, on va dire. Donc, si vous mettez jusqu'à 20 000 UVC, unités de vente consommateur, donc 20 000 produits, c'est un forfait aujourd'hui qui est de 150 € hors taxe.
Entre 20 000 et 500 000, vous faites une déclaration simplifiée. Donc, vous faites une déclaration à la famille de produits auquel éventuellement vous rajoutez des déclarations des emballages de services et d'expédition que vous allez rajouter pour expédier vos produits. Et puis au-dessus de 500 000, donc là, on rentre dans le détail du poids et de nombre d'unités d'emballage par produit. Voilà. Je reviens sur la partie forfait à 150 euros. Aujourd'hui, si donc vous vous enregistrez aujourd'hui, donc on va vous demander de payer 150 euros pour valider votre inscription. Voilà. Si en janvier, février 2024, quand vous ferez votre déclaration, donc vous allez nous remonter vos chiffres finaux. Donc si vous êtes au-dessus de 20 000, bah, vous passerez sur le mode déclaration simplifiée, donc à la famille de produits. Mais si vous êtes toujours en dessous de 20 000, mais que vous nous donnerez une déclaration, on va dire, détaillée, un peu light, mais ça, c'est dans un format qui vous sera communiqué dans quelques semaines maintenant, vous pourrez bénéficier d'un forfait à 80 euros au lieu de 150. Ce sera automatique. Quand vous allez faire votre déclaration, si vous remplissez le fichier Excel qui sera à votre disposition sur votre espace client, à ce moment-là, si vous remplissez ce fichier-là, vous bénéficierez automatiquement du forfait 80, donc vous serez remboursé de 70 euros dans la foulée. Le barème simplifié, juste pour vous montrer un petit peu, parce que le forfait, il n'y a pas grand-chose à expliquer, hein, c'est le nombre de produits que vous vendez. Sur le forfait, voilà, vous vendez de la confiture, des pots de miel, donc vous déclarez la ligne confiture, compote, par exemple. Et après, soit vous déclarez ou pas des emballages d'expédition. Si vous vendez par Internet, par exemple, il faut les rajouter. Je vous aurai la présentation, donc ne vous inquiétez pas. Le barème au poids, je passe rapidement dessus. Donc, vous payez à la fois sur le type de matière et vous pouvez voir sur le type de plastique, par exemple, plus votre plastique est polluant, plus vous allez payer cher. Donc, c'est en centimes d'euros par kilo. Et puis, vous allez payer à la contribution à l'unité. Donc, si votre votre produit comporte plusieurs emballages, il va falloir déclarer le nombre d'emballages correspondants. Donc, comment adhérer? Bah, c'est simple. On a un site qui s'appelle leco-organisme.fr. Donc, je vous ai fait des petits copies d'écran pour une déclaration. Donc, vous allez, pardon. Vous allez donc sur le. Je vais peut-être me mettre en plein écran, ça sera mieux. Non, c'est pas ça. Vous voyez mieux là peut-être. Donc, vous allez sur notre site, vous cliquez sur l'onglet Adhérer qui est entouré en rouge. Vous choisissez votre langue, français ou anglais. Vous cliquez à gauche sur Adhérer directement. À droite, c'est les gestionnaires, donc c'est plutôt pour les étrangers. Une fois que vous avez fait ça, on vous demande d'indiquer votre adresse email et on va vous envoyer un code pour valider votre demande. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter le hacking du site. On a déjà été hacké, enfin les éco-organismes sont de temps en temps attaqués. Donc voilà, avec ça, c'est imparable hein, normalement. Donc on n'a plus de soucis depuis qu'on a mis ça. Donc on vous envoie un code de vérification, vous le rentrez et vous avez accès à votre espace. Donc là, on va vous demander euh, un certain nombre d'informations. Donc vous allez remplir votre nom, prénom, votre fonction, si vous êtes ou pas le signataire, le représentant légal de l'entreprise. On va vous demander si vous êtes déjà adhérent d'un éco-organisme. Vous pouvez, si vous n'êtes pas dans un éco-organisme, bon, vous pouvez venir quand vous voulez. Si vous êtes déjà adhérent d'un éco-organisme, vous pouvez changer d'éco-organisme tous les ans en dénonçant votre contrat avant le 31 octobre de l'année précédente. C'est-à-dire que là, si vous voulez venir chez nous aujourd'hui, que vous êtes déjà chez notre confrère, vous ne pourrez venir qu'au 1er janvier 2024 et il faudra leur envoyer un courrier de dénonciation avant le 31 octobre 2023. Voilà. On va vous demander les quantités approximatives. Pourquoi je vous dis approximatives? Parce que bah, personne ne sait, ni nous, ce que vous allez vendre dans l'année. Donc, vous nous donnez votre estimation. Et c'est en janvier-février de l'année prochaine, vous nous confirmez ces données. Voilà. Donc, si vous vous trompez là, quand vous remplissez, ce n'est pas très grave. Il y aura toujours moyen de corriger derrière.
Ensuite, on va vous demander vos différentes informations. On va vous demander votre. Alors, souvent, j'ai souvent cette question, votre numéro de TVA intracommunautaire. Souvent, des gens me disent, mais je suis en nom propre, voilà, je n'ai pas de numéro de TVA intracommunautaire. Si vous en avez un, vous allez sur société.com, vous tapez votre nom, et normalement, vous allez voir, vous avez bien un numéro de TVA intracommunautaire. Donc, on vous le demande. Donc, euh, tout le monde en a un, donc n'hésitez pas à aller sur le site de société.com pour aller le récupérer ou Infogreffe, hein. Mais société.com, site est plus sympa. Vous remplissez votre code APE, donc votre code NAF en fait, hein, de votre activité. Vous pouvez donc mettre une brève descriptive. Donc là, en l'occurrence, c'est les conchyliculteurs. Donc, on est en Bretagne, donc vous connaissez un petit peu le sujet. Euh, Vous confirmez donc les volumes que vous pensez mettre sur le marché. Vous arrivez sur le contrat type, vous le signez de façon électronique. Une fois qu'il est signé, on vous envoie un lien pour payer votre adhésion. Donc c'est un lien, c'est une société qui s'appelle Stripe, donc qui gère ça plutôt de façon efficace. Donc voilà, donc on vous demande de payer. Donc dès que votre paiement est validé par votre banque, ça peut prendre 24 à 72 heures, hein. Mais dès que le paiement est validé par votre banque, vous allez recevoir votre code adhérent. Est-ce que je les mets? Non. Vous allez recevoir votre code adhérent, un lien à notre espace documentaire où vous pourrez télécharger entre autres les consignes de tri sur les emballages, hein. On va y revenir tout à l'heure. Et ensuite, à peu près 7 jours après, vous allez recevoir votre identifiant unique, qui est un peu votre passeport prouvant que vous êtes en conformité. Cet identifiant unique, c'est un numéro qui commence par FR. Et c'est ce numéro-là qui va vous être demandé, par exemple, si vous vendez sur des marketplaces, on va vous demander votre numéro d'identifiant unique. Si vous vendez dans la grande distribution, on va vous le demander aussi. Donc, même si vous ne vendez pas chez ces gens-là, vous aurez un identifiant unique, quoi qu'il arrive. Et donc, il faut le garder à disposition. Si quelqu'un vous le demande, ça prouve que vous êtes en conformité. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit point sur la partie réglementaire. Donc, la signalétique de tri, qui, je pense, intéresse beaucoup de gens à cette réunion. Donc, juste un petit rappel rapide du rétro-planning. Donc, ça a été mis en place le 9 septembre 2021 avec une période d'adaptation plutôt plus ou moins longue. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des emballages qui ont été fabriqués avant le 9 septembre 2022 avec les mauvaises consignes de tri, vous pouvez toujours les utiliser. Après le 9 septembre, vous n'êtes plus censé utiliser des emballages avec les mauvaises consignes de tri. Donc, après, est-ce qu'il va y avoir des contrôles de la DGCCRF? Ça, je ne saurais vous dire. Probablement, mais je ne suis pas sûr que ça soit fait cette année. Mais voilà, faut savoir ces délais. Et donc, depuis le 9 mars, tous les emballages sont censés avoir la bonne consigne de tri, sauf ceux, effectivement, qui avaient été fabriqués et commandés avant le 9 septembre 2021. 9 septembre 2022, pardon. Donc, les consignes de tri, donc ça ressemble à ce que vous voyez en bas de l'écran. Donc, c'est le logo Triman. Et puis une petite cartouche, alors qui peut varier, mais en gros, voilà, qui prend soit un texte avec et puis un petit picto d'une poubelle jaune, ou voire de la poubelle verte, hein, si vous avez du vert. Vous pouvez également mettre multiples cartouches en fonction des différents pays où vous vendez, et ou si vous avez de multi-produits. On va en parler un petit peu plus loin. Donc là, vous voyez par exemple à gauche les anciennes consignes de tri, alors qui n'étaient pas vraiment harmonisées, mais le point vert, par exemple, aujourd'hui, qui était obligatoire avant, ne l'est plus, et il est même considéré comme une signalétique confusante, donc normalement, il ne doit plus y avoir de point vert et de logo Triman, c'est le logo Triman qui a pris le dessus, donc le point vert, il ne doit plus y avoir de point vert, même si vous vendez partout en Europe, le point vert n'est plus obligatoire, donc vous pouvez l'enlever. Et donc, toute la cartouche, là, pensée au tri, tout ça, ça a été repensé. Donc, ça a été travaillé en accord avec notre confrère, Citeo, et l'ADEME. Donc, on a défini les nouvelles chartes graphiques de ces consignes de tri.
Le logo Triman, sa taille minimum est de 6 mm, donc sur l'emballage, et la taille standard, c'est 10. Mais si vous voulez faire un logo Triman de 8 mm ou 12 mm, vous pouvez tout à fait le faire. La typographie, voilà, tout est cadré. La taille de la cartouche également, est également bien normée. Donc vous verrez ça sur. Alors, c'est le guide hein, officiel, donc quand vous aurez la présentation, vous aurez l'ensemble des éléments. Vous pouvez faire les cartouches de tri de façon horizontale, verticale, couplées ou pas avec le logo sur le verre. Donc voilà, vous avez quand même une marge de manœuvre contrôlée, mais vous avez une petite marge de manœuvre sur l'organisation de la cartouche sur votre emballage, ce qui peut dépendre à la fois de la taille de son emballage ou de l'information que vous voulez mettre sur votre emballage. Donc, c'est soit standard, soit compact, donc avec plus ou moins de détails. Euh, donc ça, je passe là-dessus. Donc c'est, on va dire, au niveau des dimensions, où il n'y a rien de spécifique. Euh, le, les différents types de cartouches, donc vous pouvez mettre l'une au-dessus de l'autre ou l'une à côté de l'autre, la poubelle jaune et la poubelle verte. Il faut juste respecter les, les proportions de chacun des visuels. Sur les informations donc vous pouvez mettre. Donc, si vous avez aujourd'hui plus de trois, enfin à partir de trois emballages différents, vous pouvez mettre juste, si vous voulez, juste une phrase, par exemple, emballage à séparer, à déposer dans le bac de tri. Ça, vous n'avez pas besoin de mettre les pictos. Ça, c'est intéressant quand vous êtes sur un marché franco-français. Ça peut être intéressant, puis ça vous évite de mettre des pictos d'emballage à rallonge. Mais si vous vendez à l'étranger, cette phrase-là, qui doit être en français, n'a pas trop d'intérêt, puisque l'étranger ne va pas comprendre ce qui est marqué dessus. Donc, l'idéal pour lui, ça serait d'avoir les pictogrammes. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un mélange des deux. Le texte, vous pouvez aussi donc le faire varier. Ce qu'on vous propose, si vous voulez, c'est de nous envoyer la, enfin, la cartouche avec vos informations. Et si vous voulez qu'on vous la valide, on peut le faire, il n'y a pas de souci, hein. On se fera un plaisir de vous dire si c'est bien ou si faut améliorer les choses. Vous pouvez, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans la base de données des visuels, vous pouvez toujours également créer votre visuel. Je vous encourage pas à le faire parce que voilà, c'est un peu contraignant, tout est bien normé. Donc évitez, normalement, vous devriez trouver votre bonheur dans la database qui est disponible. Donc ces visuels et tout ça sont disponibles quand vous allez recevoir, je vous disais tout à l'heure, votre code adhérent, vous allez recevoir un lien sur notre espace sur notre espace, dont l'espace documentaire et vous pourrez charger tous les visuels. On va juste vous demander de signer un contrat de licence, puisque les visuels sont sous licence, donc c'est gratuit, mais il faut juste le signer. Donc une fois que vous avez validé le contrat de licence, voilà, vous avez accès aux visuels. Ces visuels, donc vous avez besoin d'un logiciel spécifique pour pouvoir les ouvrir, de PAO. Si vous n'avez pas le logiciel, vous pouvez toujours le télécharger sur Internet. Donc, c'est le logiciel Adobe Illustrator, bon, Illustrator, plus communément nommé. Donc, si vous ne l'avez pas ou si l'agence avec laquelle vous travaillez ne l'ont pas, ce qui m'étonnerait, vous pouvez toujours la télécharger sur Internet en version d'essai gratuit 7 jours. Voilà, vous l'utilisez, c'est vite fait et ça vous a rien coûté. Les codes couleurs. Vous allez me dire, oui, je vois que du jaune, que du vert. Mon emballage est, je sais pas, orange ou rose. Est-ce que je peux mettre une couleur un peu en rapport avec mon emballage? Oui, vous pouvez faire. Vous pouvez toujours, à la place du jaune ou du vert même, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, dans la mesure où il reste, les informations restent visibles. Donc, comme vous pouvez voir en bas à droite, quand vous avez un fond noir, le logo Triman, par exemple, il doit être noir, d'accord? Vous avez un fond noir, vous ne pourrez pas mettre le logo Triman sur un fond gris ou noir, donc il faudra mettre en dessous donc une petite une cartouche blanche pour que ça ressorte correctement.
Mais donc voilà, vous pouvez, après c'est du bon sens, hein. Donc vous pouvez faire tout en rose si vous voulez, ou en bleu, comme vous voulez. Il n'y a pas de contrainte particulière. Faut quand même qu'il soit visible et que ça, les couleurs tranchent pour que ça soit quand même bien identifiable. Mais ça, s'il y a un souci, enfin, on vous le dira si vous nous remontez votre visuel, on vous dira si ça le fait ou si ça le fait pas. Concernant l'exportation, alors je suis pas sûr que tout le monde exporte, hein, mais bon, si vous vous vendez par exemple en Belgique, vous avez, à ce moment-là, vous allez rajouter les initiales de la Belgique, BE, et voilà, ça fera le job. Et en Belgique, ils valident les consignes françaises. Les consignes françaises sont les plus contraignantes, hein, en Europe, donc si vous êtes au carré en France, vous êtes à peu près au carré dans les autres pays. Mais voilà, après, si vraiment vous avez des gros volumes à l'étranger, il faut se renseigner un petit peu sur éventuellement les exigences qu'il pourrait y avoir, mais voilà, vous pourrez adapter avec une cartouche supplémentaire les exigences du Portugal ou de l'Espagne, allez savoir. Les indications optionnelles, donc le tri facile, vous pouvez le mettre, vous pouvez ne pas le mettre, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre. Alors, sur les cartouches, on précise qu'il faut séparer les emballages. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez un paquet de gâteaux, vous mangez vos gâteaux, vous remettez. Donc, dans le gâteau, vous avez le film plastique, vous avez la barquette en carton potentiellement, et puis une petite barquette en PE ou PP, je ne sais pas, qui se glisse dans le carton. Quand vous mettez ça dans la poubelle jaune, il faut séparer les éléments. Pourquoi? Parce que si vous reconstituez le paquet, vous le mettez dans la poubelle, quand ça va arriver sur les chaînes de tri, le laser, qui en général c'est un laser, donc il ne va pas reconnaître l'emballage qui est à l'intérieur du carton. Donc il ne va pas forcément être bien trié. Donc pour que ça soit bien trié, il faut séparer les emballages quand vous le mettez dans la poubelle. Cas particulier, et je sais que c'est un des points qui vous intéresse. Si votre emballage fait a une surface inférieure à de 10 cm², la signalétique n'est pas obligatoire, mais elle doit être disponible sous format dématérialisé sur votre site si vous en avez un. Voilà. Entre 10 et 20 cm, vous ne pouvez mettre que le logo Triman, mais toujours aussi en rapport avec sur votre site les éléments. Et au-dessus de 20 cm², vous, à ce moment-là, vous avez une obligation de mettre à la fois le logo Triman et la cartouche de consigne de tri. Une surface de 10 cm², c'est un carré de 5 par 2 cm. Hein, je précise, si jamais vous posiez la question. Si vous avez des emballages dangereux, non inflammables, voilà, vous pouvez rajouter les consignes de tri inhérentes à ces produits-là, hein. Donc, vous êtes fourni par votre éco-organisme sur les produits dangereux, EcoDDS par exemple, si vous êtes concerné par le sujet. Là, pour vous donner un exemple, donc c'était justement un conchyliculteur. Donc voilà, vous avez une bourriche d'huîtres, donc vous avez la barquette, le lien qui tient l'opercule et le tout, on va dire. Donc vous avez 3 éléments d'emballage. Donc vous allez le détailler sur la cartouche, la barquette, l'opercule et la languette qui tient tout ça. Donc, vous pouvez mettre les pictos, vous pouvez mettre le texte, et puis vous le mettez là où c'est visible. Pourquoi je vous dis où c'est visible? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le mettre à l'intérieur de l'emballage, ou quand vous avez des paquets de gâteaux, je l'ai vu, donc oui, les consignes de tri étaient à l'intérieur du carton. Donc ça c'est pas la bonne méthode. Il faut vraiment que ça soit visible sur le packaging. Vous pouvez le mettre sous le packaging, il suffit juste de retourner, on voit, mais il ne faut pas mettre à l'intérieur du paquet. On a parlé tout à l'heure, la mise en place de l'identifiant unique, donc c'est donc votre passeport qui prouve que vous êtes en conformité. Donc, je me redis, hein, donc une fois que vous êtes enregistré, vous allez recevoir votre code adhérent, et environ une semaine après, vous allez recevoir votre identifiant unique. Donc, cet identifiant unique, il va être généré par l'ADEME sur la base du code adhérent de l'éco-organisme. Donc, nous, on leur envoie votre code, enfin vos données et votre code adhérent, et ils vont générer votre identifiant unique. Ils nous l'envoient et après, on vous le renvoie automatiquement. Voilà. Donc, chaque producteur en a un. Si vous changez d'éco-organisme, vous gardez le même.
hein. Il y a pas, vous inquiétez pas. Il faut le mettre également sur vos CGV, sur votre site, et comme ça, vous serez, au carré. Sachez que, il y a un site qui s'appelle Siderep, donc c'est le site de l'ADEME, et n'importe qui a la possibilité de voir si, avec le nom de la société ou son numéro de sirène, n'importe qui est en capacité de savoir si l'entreprise a son identifiant unique. Donc, il suffit juste d'aller sur le site, vous tapez le nom de l'entreprise, ça va ressortir et ça va vous donner tous les identifiants uniques rattachés à l'entreprise. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler du plan de prévention. Alors, ça s'appelle ça le plan de prévention et d'éco-conception. Donc, ce sont alors, c'est un fichier Excel sur lequel vous allez indiquer vos ambitions sur les 5 prochaines années. Voilà. Donc, tout le monde est concerné, que vous vendiez un produit ou 100 millions, c'est pareil. Sauf que si vous vendez moins de 20 000 produits, nous, on a mis en place un plan de prévention simplifié qui est plutôt allégé. Alors, Camille, tu es là ou pas? Non, il est pas là. Bon. Donc, vous avez la possibilité donc de renseigner différentes informations qui tournent autour de la réduction des ressources, qui tournent autour de l'utilisation des matières recyclées et qui tournent autour de la recyclabilité des produits. Je vous donnerai ce plan de prévention, vous regarderez un petit peu ce que vous avez. L'éco-organisme le fournit, mais vous pouvez tout à fait faire le vôtre et l'envoyer à votre éco-organisme. Ce n'est pas un souci. Simplement pour la bonne gestion, on va dire, de tous ces plans de prévention. Je vous disais tout à l'heure, on a 70 000 adhérents, donc on va recevoir théoriquement 70 000 plans de prévention différents. Donc il va falloir les traiter derrière, les synthétiser et les envoyer à l'ADEME. Donc plus tout ça sera formaté, normalisé, plus ça sera facile à traiter. Donc chaque éco-organisme a son plan de prévention. Alors, en tout cas sur la partie emballage, nous et notre confrère, on s'est rattaché à différents éco-organismes. Et donc, quand vous remplissez votre plan de prévention, on a le même, par exemple, je vais parler de nous. Donc, notre plan de prévention intègre les emballages, intègre donc les piles et batteries, donc avec la société Screlec, intègre les équipements électriques et électroniques avec la société écologique, et intègre, par exemple, les éléments d'ameublement avec Valdelia. Voilà. Donc, c'est une trame commune. Donc, si vous êtes multi-rep, voilà, vous avez un document qui doit synthétiser un petit peu tout ça. Mais si vous voulez nous retourner le plan de prévention de Citeo ou vice-versa, si vous voulez donner le plan de prévention de l'éco à Citeo, vous pouvez le faire. C'est pas un souci. Hein. Donc, il y a pas de problème par rapport à ça. Je vous ai mis, alors ça, c'est le plan de prévention, on va dire, le lourd. Alors ça, c'est juste un des thèmes, donc réduire l'usage des ressources non renouvelables, dont le remploi et l'allongement de la durée d'usage. Donc vous avez des différentes cases, il faut cocher, mettre un certain nombre d'informations. Et donc tout ça à horizon jusqu'à 2028. Et en 2028, on refera un point, un atterrissage par rapport à ce que vous avez dit. Il faudra dire où vous en êtes dans 5 ans. Voilà. J'en ai fini. J'espère que j'ai été dans le timing. Je pense que je suis parfaitement dans le timing. Je vais couper ma présentation. Merci. Hum, Merci pour votre Voilà. présentation. On va passer aux petites questions s'il y en a. Je vais d'abord prendre celles qui ont été posées dans la conversation pendant votre Ouais. intervention. Donc, Anne Manac demande concrètement, que se passe-t-il si un producteur ne cotise pas et n'affiche pas les logos? Quelles amendes et quelles pressions de contrôle? Alors, si vous ne cotisez pas, si vous faites,
comme on dit, rattrapés par la patrouille, c'est-à-dire la DGCCRF, la DGPR, par exemple. Les amendes, c'est entre 1 500 et 7 500 euros par produit non déclaré. Par produit non déclaré. Donc, inutile de vous dire que ça cogne fort. Donc, après, je veux dire, moi, je force personne, hein, si vous voulez pas, ou si vous voulez, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous cotisez sur les emballages. Si vous êtes sur plusieurs reps et que vous cotisez pas, je sais pas, par exemple sur les D3E, je vais pas je vous balancerai pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Je n'irai pas leur dire. Après, sachez quand même que si, on en parlait tout à l'heure, sur le site de Siderep, tout est identifié. Donc, il y a de fortes présomptions pour que l'ADEME, puisque c'est l'ADEME qui va initier tout ça, fasse des croisements en se disant, bah voilà, cette entreprise déclare du textile ou déclare des équipements électriques et électroniques. Comment se fait-il qu'il ne déclare pas des emballages? Puisque techniquement, la REP emballage couvre toutes les autres REP. Hein. Donc il y aurait une forte présomption qu'il n'y ait pas de déclaration. Donc ça pourrait déclencher un contrôle potentiellement. Mais voilà, c'est juste dans le cas où il le fasse. Mais on n'est pas derrière, on ne vous dénonce pas, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, concernant les consignes de tri, c'est pareil, vous pouvez avoir, je crois que c'est jusqu'à 7 000 euros d'amende, non, 15 000 euros, entre 3 et 15 000 euros d'amende, je crois, en cas de non mise à jour des consignes de tri. Donc voilà, je ne suis pas persuadé aujourd'hui qu'il y aura des contrôles, en tout cas pour cette année. Pour je vais répondre à une question qui n'a pas été posée ou qui pourrait être posée. Vous avez peut-être entendu parler que la France s'est fait retoquer par l'Europe concernant les consignes de tri, justement, enfin, l'Europe jugeait les conditions françaises discriminatoires et étaient une entrave à la libre circulation des produits en Europe. Donc la France avait jusqu'au 15 avril pour répondre à l'Europe, pour argumenter pourquoi ils avaient décidé de ça et que ces contraintes étaient si lourdes. On n'a pas eu la réponse. On n'a pas eu la réponse envoyée et on n'a pas eu le retour de l'Europe non plus à ce jour. Voilà. Quand bien même l'Europe aurait dit, bah ok, vos arguments tiennent la route, on vous laisse faire ce que vous voulez en France. Donc si l'Europe aurait dit, on persiste et signe, vos consignes de tri sont trop contraignantes, on vous met à l'amende. À ce moment-là, la France fera très certainement un recours. Donc ça va encore prendre des mois, voire des années, avant que tout cela soit solutionné. Et donc, en tout cas, en tous les cas, ces contraintes ne sont pas suspensives de la décision de l'ordre. Donc, quoi qu'il arrive, ça ne vous dédouane pas de vous mettre en conformité. Voilà. Voilà. Après, J'ai Anne Mana qui voilà, lève la main. Je ne sais pas si oui, elle voulait intervenir à l'oral à ce propos-là. Oui, c'était juste savoir, il y a les amendes, oui, qui sont écrites dans les textes. oui, Aujourd'hui, oui. concrètement sur le terrain, est-ce qu'il y a une pression de contrôle? On sait bien que les services de l'État, ils sont quand même assez limités en termes d'agents au niveau des fraudes en local. Est-ce qu'il y a une, pression de contrôle sur les produits alimentaires qui fait que si les producteurs aujourd'hui ne se mettent pas tout de suite à jour, il y a des risques forts d'amende Alors, ou oui, pas? Voilà. alors, sur les consignes de tri, je vous disais tout à l'heure, je, je suis très, très sceptique sur le fait qu'il y ait des contrôles cette année. Parce que c'est un tel bazar de changer tout ça, que ça prend du temps. Donc, les gens vont passer du temps à se justifier et à donner des explications. L'ADEME, je pense, a autre chose à faire. Effectivement, ils ont des effectifs restreints, mais sachez quand même ils ont embauché quand même une petite armée de Mexicains là, pour aller faire des contrôles, hein, puisqu'ils demandent en plus aux éco-organismes de financer ces gens-là. Hein. Donc, pour chaque adhésion, l'ADEME nous prend aussi une partie des co-contributions pour financer ces personnels, il faut le savoir. Donc, ils ont embauché du monde pour faire les contrôles. Sur les consignes de tri, je suis plutôt perplexe sur le fait que ça soit fait cette année, mais on ne sait jamais. Après, sur les déclarations de mise sur le marché, là, il y a quand même un peu plus de chances qu'il y ait des contrôles. Alors,
le petit producteur local, je dirais qu'il a peu de chances d'être contrôlé, ou alors si vous êtes sur un marché, que là, il y a quelqu'un de la DGCCRF qui fait tous les exposants du marché, bon là, c'est peut-être un risque. Après, je vous cache pas que ça va plutôt commencer avec la grande distribution ou sur certains secteurs. De toute façon, on le sait assez vite parce que, bon, s'ils décident de contrôler les grandes surfaces de bricolage, après, c'est les grandes surfaces alimentaires, après, c'est le mobilier. Enfin, on va le savoir assez vite parce qu'on va avoir des coups de fil, hein. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de grande campagne de contrôle, mais ça existe, hein. Moi, je l'ai déjà vécu, hein. Donc voilà, donc c'est un risque à prendre. Alors, avant d'être redevable d'une amende. Donc, vous aurez une injonction à vous mettre en conformité. Donc, en gros, ils vont vous laisser 1 ou 2 mois pour vous mettre en conformité avec la loi. Donc voilà, donc vous aurez toujours la possibilité de rattraper le coup, mais voilà, vous aurez en gros 1 mois ou 2 mois pour le faire, hein. Donc, et puis, c'est jamais agréable. Parce que quand vous avez un courrier de la DGCCRF, après, ils vous ont dans le collimateur. Donc, voilà, vaut mieux éviter. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, merci. Après, vous pouvez, Euh, bon, vous aurez mes coordonnées, hein, vous pouvez m'écrire, vous me posez des questions, il n'y a pas de souci, hein. sur ce même sujet, Sophie de Verdelan demande si cela implique que l'ADEME pourrait demander des contrôles à la DGCCRF, ou bien est-ce que l'ADEME contrôle la DGCCRF, ou est-ce qu'elle Non, non, vient directement vers vous? il y a 2 éco-organismes en fait, hein, donc, enfin 2 éco-organismes, 2 organismes, donc la DGCCRF qui fait les contrôles, mais l'ADEME peut également en faire. Donc après, est-ce qu'ils balancent à la DGCCRF ou même il y a aussi la DGPR, enfin voilà, de toute façon, ils communiquent entre eux, hein, donc, si vous êtes contrôlé par l'un, l'autre vraisemblablement le saura et vice-versa. Donc, les plus grands nombres de contrôles en théorie, c'est la DGCCRF. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un contrôleur zélé d'un service différent. Merci. J'ai une autre question qui est apparue au moment où vous évoquiez pardon, le plan de prévention et éco-contribution. Donc, je ne sais pas si c'est en rapport avec cela. Y a-t-il d'autres sessions de formation à venir? Donc, c'est Justine Vrignot qui posait la question. Alors, les dernières sessions étaient cet après-midi, mais elles sont enregistrées. Donc, vous pouvez toujours les récupérer sur votre espace documentaire. Vous aurez la formation à l'oral, enfin en visio, pour remplir le plan de prévention. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, même si vous ne comprenez rien, vous nous appelez. On a notre service administration des ventes, on a notre service réglementaire qui vous accompagnera pour remplir le document. Sachez que le document, il doit être retourné avant le 31 juillet 2023. Bon, maintenant, vous adhérez au mois d'août, vous ne pouvez pas le rendre avant le 31 juillet. Donc, vous le rentrerez quand vous pourrez, mais si possible avant la fin de l'année. Euh, mais voilà, donc vous avez des délais. Bon, là, le délai est un peu court, mais je pense qu'il y aura peut-être des délais supplémentaires. Mais pour l'instant, c'est 31 juillet. Alors, ça dépend des éco-organismes. Il y en a, c'est le 1er juillet, d'autres, c'est le 31 juillet, d'autres, c'est le mois d'août, septembre. Bon, il va y avoir une certaine souplesse devant l'ampleur des dégâts, on va dire. Parce que je ne vous cache pas que on ne s'attend pas à avoir 70 000 plans de prévention cette année. On a déjà, hein, sur les 70 000, on a plus de 1000 qui nous ont déjà été retournés. Donc ça arrive, là, on en a des centaines tous les jours, là. Ça s'accélère. Voilà. Mais on vous accompagne, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans la nature. Et ne vous en faites pas un fromage. Si vous êtes en dessous de 20 000 UVC, le document, il est simple à remplir, hein, vous inquiétez pas. Pour reprendre justement ce qu'est une UVC, donc on parle d'en dessous de 20 000 UVC par exemple. Oui.
une UVC, imaginons, je suis producteur de rillettes de canard, et donc mon emballage est composé d'un pot en verre, d'un couvercle en métal et d'une étiquette en papier. Est-ce que une UVC, pour vous, c'est l'emballage complet, ou est-ce que on a du coup 3 emballages à ce moment-là Ouais, à alors, déclarer? c'est une très bonne Et question. Oui, oui. Ah, donc, l'unité de vente consommateur, c'est le produit dans son ensemble. Souvent, je dis, prends l'exemple du yaourt, vous achetez 8 pots de yaourt, 4 plus 4, qui sont dans un film carton. Donc, c'est quand vous achetez le pack de 8 yaourts, c'est une unité de vente consommateur. Par contre, quand vous faites votre déclaration, quand vous êtes à plus de 500 000 UVC, hein, j'entends, hein. En dessous, on ne vous demande pas ce détail-là. Quand vous êtes à plus de 500 000 produits, vous allez déclarer les unités d'emballage. Donc, ça veut dire, vous avez 8 pots de yaourt, donc vous avez 8 pots, 8 opercules et le film en carton qui est votre pot. Donc, ça fait 17 unités d'emballage. Ah, il y a un téléphone qui sonne. Ça fait 17 unités d'emballage pour une UVC. Voilà. Donc, sur le mode forfait, sur le mode simplifié, on parle uniquement d'UVC. On ne vous demande pas donc, le détail et on ne vous demande pas le détail de vos emballages, c'est-à-dire, voilà, vous avez vendu un pot de rillettes, on ne vous demande pas s'il est en plastique, s'il est en carton, s'il est en ferraille, vous déclarez une UVC. Éventuellement, on va vous demander si vous faites si vous rajoutez un emballage, on va dire, secondaire pour expédier votre produit, puisque vous avez un site marchand, par exemple. Donc là, vous allez rajouter un emballage de service et d'expédition. Donc, il faudra le déclarer aussi, mais il ne viendra pas comptabiliser le nombre, la tranche du barème à l'UVC. C'est-à-dire que vous pouvez vendre, par exemple, 15 000, 15 000 produits avec 15 000 emballages d'expédition, donc ça fait 30 000. Donc là, vous dites, ah, ouais, je dépasse les 20 000. Non, c'est 15 000, 15 000 produits. Donc vous êtes dans le barème en dessous de 20 000 et vous allez déclarer, enfin là, c'est une bêtise, je vous dis, c'est plutôt sur le barème simplifié. Donc vous allez déclarer, donc si vous êtes, alors, je vous donne un autre exemple pour le coup, parce que mon exemple n'est pas bon. Donc, vous vendez 21 000 pots de rillettes et vous en expédiez 21 000 par Internet. Donc, vous rajoutez un 21 000 emballages d'expédition. Donc, la base de calcul pour savoir dans quelle tranche de barème vous êtes, c'est bien l'UVC. Donc, c'est 21 000. Par contre, vous allez déclarer 21 000 UVC et vous allez déclarer 21 000 emballages de service et d'expédition. Mais ce n'est pas 21 plus 21, donc 42 000, ce n'est pas 42 000 UVC. On reste sur la tranche uniquement à l'UVC. Et si quand vous êtes en dessous de 20 000, donc vous vendez 20 000 produits, eh ben vous déclarez 20 000 produits, même si vous avez un emballage d'expédition, on s'en fiche, entre guillemets, vous déclarez 20 000 produits. On ne rentre absolument pas dans le détail, on ne vous embête pas avec ça. C'est une exigence de notre cahier des charges aussi, hein. Donc, d'accord. Sauf proposer avec un la barème. déclaration détaillée pour avoir, vous aviez évoqué une Alors, déclaration un peu plus détaillée pour oui, permettre alors, une réduction de 70 €. alors la réduction de 70 € dans le cadre du forfait à 150. Donc, quand vous allez faire votre déclaration en janvier-février 2024, donc vous allez confirmer vos chiffres. Est-ce que vous êtes toujours en dessous de 20 000 ou pas? Vous répondez oui, vous mettez le vrai chiffre si vous l'avez. Enfin, non, vous l'avez. Donc, je sais pas, vous aviez déclaré 20 000, ou en fait, vous avez déclaré 18 000, donc vous restez à 150 €. Par contre, si vous nous donnez plus de détails, c'est-à-dire que j'ai vendu 18 000 produits, mais qui correspond à. Donc, j'ai vendu 18 000 cartons, j'ai vendu, je sais pas, 5 000. Dans ces 18 000 emballages, j'ai vendu, voilà, par exemple, 5 000 cartons, 5 000 films plastiques et autres. Donc là, on va vous demander de détailler un petit peu. Et à partir du moment où vous donnez ce détail, donc je ne peux pas encore vous dire le format, mais voilà, on va vous demander quelle famille de produits vous allez déclarer du coup, et puis le nombre d'emballages que vous avez. Mais on ne va pas vous demander autre chose.
c'est-à-dire si votre emballage comporte de l'emballage recyclé, enfin de la matière recyclée ou pas, puisque derrière ça engendre potentiellement des bonus ou des malus. Enfin, on rentre pas dans ce détail-là. Hein, ça va être un fichier très simple, hein, mais voilà, c'est pour avoir un minimum d'informations. Et donc, c'est ce qu'on a réussi, on va dire, à sauver pour garder le 80 euros. Voilà. D'accord. Mais ça Et sera ça, automatiquement, hein, donc vous n'aurez pas besoin d'aller d'aller nous demander le remboursement des 70 000 euros. Ça sera fait automatiquement à partir du moment où ce fichier sera renseigné au moment de votre déclaration. Sur votre espace, vous verrez, c'est assez simple. Donc, vous aurez accès aux documents. Donc, vous remplissez juste les informations qui vous sont demandées. C'est très basique. Et puis, voilà, vous vous laissez guider sur l'espace et ça devrait bien se passer. On l'a fait là, avec 70 000 adhérents. On n'a pas eu de soucis particuliers. Ça s'est plutôt bien passé. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes souhaitent réagir? Je vois une main levée. Non. Cru apercevoir. Alors, j'ai Pauline Villet qui souhaite intervenir. Vous pouvez allumer votre micro si vous le souhaitez. Oui, merci. Moi, je suis conseillère circuit court. Du coup, j'ai eu une question d'un producteur récemment sur cette réglementation qui, du coup, travaille avec un fournisseur d'emballage carton un peu type enfin, pour mettre autour des big bags en fait de boissons. Et ce fournisseur a déjà mis en place l'infoterie sur les emballages qu'il fournit. Et du coup, j'ai l'impression que le producteur s'en mêlait un peu en disant, mais du coup, c'est bon, mon fournisseur met l'infoterie, moi, j'ai pas besoin de me déclarer. Lui, il fait déjà sa déclaration, il déclare pour moi, il paye de son côté, il faut pas payer en double. Et il avait du mal à entendre Non. on est bien d'accord que le producteur, enfin voilà, nos C'est celui qui producteurs qui mettent emballe sur le marché. c'est celui qui emballe qui déclare. Ce n'est pas le fabricant d'emballage. Ce fameux fabricant d'emballage, il a plusieurs clients et il y a certainement un client qui lui a dit de se mettre en conformité sur l'emballage, sur sa partie. Donc du coup, son client lui a donné les visuels pour qu'il les mette sur l'emballage. Et puis du coup, s'il utilise le même carton pour un autre client, bien sûr, les consignes de tri seront déjà sur l'emballage, donc tant mieux pour lui, mais ça ne le dédouane aucunement de s'enregistrer auprès de l'éco-organisme. Et de toute façon, le fabricant d'emballage ne paye rien. Hein. C'est le donneur d'ordre, c'est-à-dire le fabricant, producteur, qui déclare. Donc là, il bénéficie effectivement des consignes de tri d'un de ses collègues, confrères ou concurrents, mais ça ne le dédouane absolument pas de se déclarer. Ok, très bien. Non, ça me rassure, c'est ce que j'avais compris de la Ouais, réglementation. Et on ouais. est d'accord du coup qu'effectivement, à part si le fabricant vend aussi met aussi sur le marché des consommateurs finaux, je me disais peut-être qu'il paye dans ce cas-là, mais si lui, il vend pas qu'à des professionnels et qu'il avait aussi un produit qui vendait à des consommateurs finaux, ça pourrait être le cas où lui aussi Le fabricant paye une d'emballage? déclaration. Oui, le Le fa- fabricant d'emballage, s'il vendait des produits directement aux consommateurs finaux, c'est un peu difficile à imaginer, Exactement. mais Alors, c'est en sûr fait, possible. s'il vendait ses emballages à des consommateurs, enfin, au ménage, en fait, hein, donc son emballage ne serait plus considéré comme un emballage, mais comme un produit. Par contre, lui, ce qu'il va déclarer, pour le coup, c'est l'emballage d'expédition de ces emballages. Hein, donc, il n'aura que ça à déclarer, mais il n'aura rien à déclarer sur le produit en lui-même. J'étais clair ou... Oui, vous Ouais. dites ça dans le sens où il y a pas s'il n'y avait pas de produit dans ces emballages, mais si c'était quelqu'un qui fabriquait à la fois des emballages et aussi des produits, il pourrait avoir une déclaration de produit, je veux dire. Ah Enfin, oui, 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 tout à fait, oui, oui, oui. ça paraît difficile à imaginer, mais du coup, je me suis dit que c'était peut-être le cas. Ouais, Peut-être c'est ouais, quelqu'un qui revend des cartons et qui lui aussi fait des big bags avec du jus. Enfin, je sais ouais, pas, mais oui, tout à fait. Alors, on a un autre exemple, par exemple, c'est les marketplaces. Prenez on a Amazon, hein, le plus connu. Amazon a deux systèmes de fonctionnement. Vous êtes probablement tous passés par Amazon. Vous commandez votre produit, vous payez Amazon, mais c'est le vendeur tiers qui va vous livrer.
D'accord? Donc là, la marketplace n'a rien à déclarer. Par contre, ils ont un système qui s'appelle le fulfillment. Là, c'est-à-dire que le vendeur tiers, il livre Amazon et c'est Amazon qui va livrer ensuite. Alors, en général, c'est leur service Prime, là, donc ils savent livrer très vite parce que les produits sont chez eux. Donc, le client donc, commande le produit chez Amazon, c'est Amazon qui vient livrer dans un carton Amazon. Et donc là, pour le coup, Amazon déclare des mises sur le marché des emballages d'expédition. Donc, il paye les emballages d'expédition Amazon qui met sur le marché. Mais il ne va pas payer l'emballage primaire du produit qui a déjà été payé par son vendeur tiers. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. J'ai une dernière question de Sophie de Verdelan. Est-ce que vous allez proposer des informations sur l'évolution des filières plastiques? Alors, des évolutions sur les filières plastiques. Est-ce que, éventuellement, vous auriez un peu plus de précision? Puisque la question est vague, hein, Oui, et alors, complexe. oui, bonjour monsieur. La question est vague parce que le sujet est vague dans ma tête. Ouais, Comme vous l'avez dit au début, il y a encore beaucoup de boulot à faire dans les filières plastiques. ouais, Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un petit peu de visibilité sur ce qui se passe, sur les... On nous dit des choses et d'autres, enfin, voilà. ouais. Et on a des échos par les fabricants, par Alors, un peu tout le monde. Et c'est vrai que moi, à un moment, j'aimerais bien avoir une vision un peu prospective de ce qui est en train de se faire dans les filières plastiques. Alors, je pense notamment aux emballages alimentaires, hein, tout bêtement. ouais. Voilà. Alors, donc, à la base, donc, quand vous consulterez notre barème, il y a un barème, notamment sur le plastique, où, selon on va dire la qualité environnementale du plastique, c'est-à-dire sa capacité à être bien recyclé ou pas, plus il est facilement recyclable, moins le coût va être cher. Donc plus il est mauvais pour l'environnement, on va dire, plus votre éco-contribution va être chère. Donc si vous devez orienter votre politique d'achat d'emballage, eh ben, servez-vous du barème, du coup, le barème en détaillé de l'éco-organisme, enfin le nôtre ou celui de notre confrère, hein. Donc vous regardez les barèmes sur les différents plastiques et vous comprendrez lequel est le plus avantageux, hein, donc économiquement et environnementalement parlant. Après sur les différents sujets, alors vous pensez peut-être au débat du polystyrène, du PS, du Oui, alors je PSE? pensais pas forcément à ce que vous expliquez tout ça maintenant, mais je me demandais s'il y avait, si vous alliez, vous alliez organiser des temps là-dessus, si vous aviez des documents. C'est pas forcément, parce que là, je vois qu'il est 16 h, et puis je vous prends un peu comme ça au dépourvu. Non, C'est non, non, c'est il n'y a pas plus, de souci, j'avais prévu du temps, vous inquiétez pas. ouais, c'est plus, est-ce que en tant qu'éco-organisme, parce que j'ai bien compris votre souhait pour les producteurs qui n'ont pas beaucoup d'emballage, de faire simple et pas trop cher, et ça, ils apprécieront largement. Mais Mmh. certains se sentent aussi concernés par le sujet et ont aussi envie de réfléchir un peu, se posent plein de questions et ont envie d'être un petit peu alimentés en information. En fait, c'est plus Mmh dans mh, cet mmh mh. esprit-là. Alors on a, alors des fois on fait des conférences sur le plastique. Enfin, une fois que vous êtes adhérent, en fait, vous aurez accès à tout ça, aux newsletters, aux réunions, formelles qu'on peut organiser. Donc on vous accompagne là-dessus. Après, si vous avez des questions particulières sur les plastiques, vous avez un problème existentiel en disant, «Je prends ça ou ça, je sais pas», donc faut nous poser la question, on vous dira. On a un responsable technique et éco-conception qui connaît parfaitement tous les plastiques. Je suis pas un spécialiste du plastique, hein, mais cette personne-là est un spécialiste du plastique. Il a travaillé longtemps chez Veolia, donc il a mis en place des chaînes de traitement des déchets, donc il connaît ça parfaitement et il pourra vous dire sur des sujets assez pointus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc ça, vous pouvez toujours revenir vers nous avec une question particulière, on saura vous répondre. Après, sur les grandes lignes, faudrait regarder sur notre site. Il a été refait la semaine dernière, donc je ne sais pas si ce chapitre-là est détaillé, mais bon, voilà,
il doit y avoir un peu d'informations. Alors, je ne dis pas qu'on s'étend énormément sur le sujet, mais à voir. Si vous voulez plus en détail, revenez vers moi et puis je vous répondrai si je trouverai les éléments et je vous les enverrai. D'accord. Merci, monsieur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vois que oui, effectivement, il est 16h. On va clôturer ce webinaire, sauf s'il y a d'autres questions. Après, s'il y a d'autres questions qui arrivent voilà, plus tard, je vous les transmettrai à Monsieur Chéreau. Voilà. Et puis on essaiera d'y répondre rapidement. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention.